Eh bien, bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes avec la presse disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle de reprise de l'école. Un saut dans la nuit, c'est le grand titre proposé par le journal. Le journal explique que tous les ministres concernés par leur rentrée scolaire du 1er juin annoncent que les choses vont se passer normalement, mais ne disent pas comment ils vont s'y prendre concrètement. C'est ce que le journal propose en page 2. Le même journal parle également de revendications des syndicalistes. John Gouté choisit l'affrontement. Le Premier ministre n'a toujours pas répondu à la lettre posant des conditions pour un retour moins risqué dans les campus. C'est en page 3 du journal. Et le journal parle également du Covid-19. Yap Boumde constate d'ailleurs au Cameroun, il y a un manque de discipline, a dit d'ailleurs l'épidémiologiste qui explique d'ailleurs pourquoi le pays est donc le troisième d'Afrique subsaharienne, le plus touché par le coronavirus. C'est ce que le journal explique en page 7 ce matin. Et en parlant toujours du coronavirus, les journalistes dans la lutte, alors que les chiffres font donc plus de 5500 contaminés et 177 décès, les journalistes tiennent donc à jouer leur partition dans la riposte. C'est ce que le journal propose en page 8 ce matin. Et puis le du Sahel qui en kiosque s'intéresse à l'université de Ngaoundéré avec le recteur qui répond donc au mémorandum des étudiants. C'est ce qu'on découvre en page 8 de ce numéro, parlant également du Grand Nord. 155 000 élèves du secondaire attendu le 1er juin prochain. C'est en page 6 de ce journal également, à l'extrême nord toujours. On parle des populations qui expriment d'ailleurs leur gratitude au Pulsis. Le journal est donc revenu sur ce sujet, parlant également de l'université de Maroua. 145 millions de francs CFA pour lutter contre le Covid-19. C'est ce que le journal propose également ce matin. Autant d'informations à découvrir dans la presse. Et toujours dans la presse, il y a le Messager qui s'intéresse à l'unité nationale. L'héritage d'Amadou Ahidjo en péril, c'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal, en parlant notamment de tout cela, explique que l'aménagement politique de ce legs par le régime Biya est donc la source de toutes les dérives. Également, on parle aussi de tripatouillage et des dégénérescences donc du vivre ensemble. Tout cela dans le journal, avec le Cameroun donc dans l'enfer de la haine tribale. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal parle également des tentatives d'évasion à la prison de Nebel à Douala, avec aussi de nombreux blessés graves donc, et d'importants dégâts matériels enregistrés après notamment un violent incendie. Toutes ces informations contenues dans le journal Le Messager disponible ce matin. Et puis le quotidien Le Jour ne rate pas l'occasion de revenir sur Douala avec cet incendie à la prison de Nebel. Donc on parle de 3 détenus qui ont d'ailleurs été brûlés au 3e degré, 2 pensionnaires, 2 personnels donc des sapeurs-pompiers également blessés et plusieurs dortoirs consumé par les flammes. C'était hier jeudi, donc 28 mai 2020. Le journal parle également de ces artistes qui ont d'ailleurs dit non à plusieurs aspects également sur le pays, concernant le pays, le Cameroun, et également le régime en place. Toutes ces informations sont contenues dans le quotidien Le Jour. Émergence parle de dotation pour les véhicules des députés, une dépense opportune. C'est une question que se pose le journal également ce matin. Les 4 milliards débloqués donc par le ministre des Finances font jaser en ces temps de coronavirus, dont 12 experts s'affrontent donc autour de cette question dans le journal. On parle également de barrage de Lampanga, les pressions sur le couvert forestier et notamment les riverains s'intensifient également. Tout cela dans le dossier proposé par le journal. Et puis Cameroun Tribune ne rate pas l'occasion également de revenir sur la lutte contre le Covid-19 et reprise aussi des classes. Les prescriptions du Premier ministre sont également alliées dans le journal. Président donc hier un conseil de cabinet consacré à la revue de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Le Premier ministre a notamment prescrit l'accélération même des travaux d'aménagement donc de ces établissements et également les équipements des centres de prise en charge des malades du Covid-19 et également la mise à disposition donc de tous les établissements scolaires. Tous ces éléments sont contenus dans le journal. Le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin, qui a également d'autres informations. Mutation parle donc de showbiz, avec notamment plus de confinement. Ils sont nombreux qui se prononcent sur la situation de notre pays et aussi d'autres sujets qui sont contenus dans le dossier proposé par le journal. L'incendie à la prison de Nebel également ce matin. Dans Mutation aussi, le quotidien de l'économie qui en kiosque parle de l'économie justement, avec les prévisions peu reluisantes donc du Comité national économique et financier. C'est un autre dossier que je vous invite à parcourir ce matin.
Le journal a d'autres informations concernant justement l'économie aussi. Alors, Repère parle de toute autre chose, à part avec notamment la personnalité et bien sûr institutions publiques à la traîne. On voit bien que rien n'évolue comme il se doit. Et le Social Democratic Front qui fait son bilan également 30 années après sa création, c'est le journal qui revient également sur le sujet. Ce matin, Diapason qui en kiosque parle de géopolitique, Paul Biya vu par Jean de Dieu Momo. C'est le journal qui propose également le sujet avec le Cameroun qui est donc un État redoutable aussi, avec d'autres sujets à lire dans le même dossier proposé par le journal ce matin. Alors, dans la presse, vous aurez plus d'informations si vous faites un tour en kiosque et avec également nos invités déjà sur ce plateau. Bonjour Camille. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour, Georges. J'ai voulu commencer par Georges, mais je pense que c'est vous. Vous avez toujours le choix et vous avez toujours la décision souveraine. Bonjour, voilà. Bonjour Flavien Valonongo, bonjour Georges Semé et bonjour, un bonjour particulier aux populations de l'extrême nord qui contrôlent le Covid. Parce que là-bas, on parle de 50 cas confirmés, de 21 sous traitement, de 3 décédés et le reste guéri. C'est-à-dire qu'il y a 50 sur 50 cas, il y a 26 qui sont déjà guéris. Donc là-bas, de ce côté-là, on arrive à contenir la pandémie en suivant au maximum les mesures barrières. Alors, Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour M. Ndongo, bonjour Doyen Kaminele. Je profite de cette occasion pour adresser un message particulier à la petite communauté de Mankoula qui récemment a perdu son chef. Et nous savons que Equinox Télévision a beaucoup de fans de ce côté. Voilà. Alors, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse. Ce matin, on parle de la reprise de l'école. Un saut dans la nuit, c'est le titre proposé par la Nouvelle Expression. Le journal fait savoir que tous les ministres concernés par la rentrée scolaire du 1er juin annoncent que les choses vont se passer normalement, mais ne disent pas comment ils vont s'y prendre normalement. Alors, j'ai bien aimé le titre de la Nouvelle Expression, mais j'aurais pu ajouter un saut dans l'inconnu. Parce qu'on y va droit vers l'inconnu, tout simplement parce que certainement, il y aura un flux de beaucoup d'élèves qui vont aller vers ces établissements, mais on se pose la question de savoir si ces établissements disposent déjà de l'offre sanitaire pour parer à toute propagation du coronavirus. Et nos confrères de Cameroun Tribune ont titré qu'il y a eu un conseil de cabinet hier où d'importantes mesures ont été prises, notamment la mise à la disposition des outils barrières pour ces élèves. Mais est-ce que dans tous les établissements publics, y aura-t-il ces outils barrières? Donc le défi est déjà d'arriver à juguler ce flux d'élèves qui va arriver dès le 1er juin, mais également on a envie de savoir comment ça va s'opérer la distanciation, parce que nous savons que dans la plupart de nos établissements qui sont dotés de salles de classe, les effectifs sont pléthoriques. Mais est-ce qu'avec cette mesure sur la distance physique, on arrivera à juguler ce nombre qui est souvent pléthorique? Donc il y a franchement un saut vers l'inconnu et c'est certainement pour laquelle il y a eu cette directive du Premier ministre qui a donné des instructions afin que les centres de prise en charge spéciaux soient rapidement dotés de matériel, parce que certainement il y aura un nombre afflux de malades patients atteints de coronavirus qui viendront encore certainement des lycées et collèges. Voilà, donc avec ces titres de la Nouvelle Expression reprise de l'école, un saut dans la nuit, Kaminele, il y a Cameroun Tribune qui parle également de la lutte contre le Covid-19 et reprise des classes, les prescriptions du Premier ministre. Georges Semé, lui, a parlé d'un saut dans l'inconnu. Moi, j'aurais dit un saut dans le vide. Un saut dans le vide parce que c'est vrai que le gouvernement, lui, est en train de s'accroche sur sa décision d'envoyer les enfants à l'école. En face, il y a des parents qui, certains sont pour, d'autres sont contre, et d'autres enfin sont dubitatifs. Il y a de l'autre côté les syndicats des enseignants du privé qui ruent dans les brancards, et pendant que les enseignants du public attendent impatiemment lundi. Bon, tout ça est bien beau, et pendant ce temps, l'Église catholique, toutes les écoles de l'Église catholique disent non. Alors, moi, le vide pour moi, ce n'est pas seulement les cours qui doivent reprendre lundi. Maintenant, c'est les examens. Les examens à cause desquels, justement, on a fixé la rentrée à lundi. Si c'est ceux qui vont à l'école aujourd'hui, qui iront à l'école lundi, se présenteront aux examens, et ceux qui n'auront pas, quel sera leur sort? Qu'en sera-t-il? Parce qu'on va se retrouver, parce que là maintenant, il y a la première étape qui est immédiate, là, qui est lundi. Mais après lundi, qui est continué de cours ou pas,
qu'en sera-t-il des examens et qu'en sera-t-il de ces établissements qui ont dit que bon, les enfants ne fréquentent pas, il n'y a pas classe, il n'y a pas cours. Donc c'est à ce niveau que moi, je me préoccupe du titre, que ça c'est vraiment un saut dans le vide. Alors donc Cameroun Tribune qui parle justement des prescriptions du Premier ministre concernant justement cette rentrée des classes, la reprise bien sûr des classes. Il y a la nouvelle expression qui est revenue et parle de revendications des syndicalistes. D'un côté, choisit l'affrontement. Bien, certains syndicats avaient posé des revendications justement quant à les mesures qu'il fallait prendre à propos de la reprise des cours le 1er juin, mais jusque-là, malgré que cette correspondance soit arrivée sur la table du Premier ministre, ils n'ont pas reçu le retour attendu. Donc nos confrères de la nouvelle expression pensent que face à ces revendications, le Premier ministre choisit plutôt la confrontation. Mais il n'y a pas l'affrontement, ils ont dit. Mais il n'y a pas que les syndicats des enseignants qui sont montés au créneau, il y a aussi certains hommes politiques. Il y a certains hommes politiques qui estiment que la rentrée le 1er juin était un tout petit peu précipitée et je pense que de ce côté-là, on peut aussi parler d'un son dissonant entre le Premier ministre avec les syndicats, mais également avec certains acteurs politiques de la place qui estiment qu'on aurait pu encore différer cette rentrée jusqu'à ce que toutes les mesures soient prises en matière d'abord d'offres infrastructurelles, mais également en matière de la mise à disponibilité des outils barrières, afin que lorsque les élèves rentrent dans leurs établissements, qu'ils soient mis hors de danger. Mais je crois que le service public devra continuer à fonctionner et je pense qu'il faut continuer. On est obligé de vivre avec le coronavirus. Il appartient donc à l'État de prendre toutes les responsabilités afin que ces milliers d'enfants qui vont rentrer dans l'établissement scolaire ne soient pas infectés par ce virus. Également le personnel enseignant. Le personnel enseignant devrait également être préservé. C'est pour ça que, pour revenir au titre de la nouvelle expression, je parlais d'un saut dans l'inconnu parce qu'on ne saura pas ce que sera le 2, le 3, le 4, le 5 juin après que cette rentrée soit démarrée. Voilà. Camille, c'est donc une sorte d'affrontement, selon bien sûr le journal La Nouvelle Expression, concernant les revendications des syndicalistes qui ont d'ailleurs proposé un certain nombre de préalables pour que la rentrée soit véritablement effective, il faut un certain nombre de mesures à prendre. C'est ce qu'ils ont dit. Ces syndicalistes ont fait des propositions qui ne sont même pas rejetées, qui sont d'ailleurs d'une très grande pertinence. Mais vous savez que face à eux, il y en a d'autres qui ne voient pas les choses sous le même prisme. Et c'est ça qui rend les choses assez compliquées aujourd'hui. Parce que quand on examine, quand on jette un coup d'œil attentif sur les revendications de ces syndicats de l'enseignement privé, elles sont légitimes. Ces revendications sont légitimes. Elles sont même de bonne foi. Bon, maintenant, en face, si le Premier ministre et le gouvernement estiment qu'on peut se passer de ces revendications, ou bien on peut faire avec, sans forcément se plier à ce qu'eux, peut-être, sont en train de prendre comme une espèce de chantage ou de bras de fer. Moi, je ne sais pas. Mais il est question de la santé des enfants, de la santé des enseignements, de la sécurité même de nos enseignements, de nos structures d'enseignement. Et c'est à ce niveau que moi, je pense qu'il faudrait revoir. C'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui, on est vendredi, on a encore jusqu'à lundi pour voir si rien de nouveau ne va arriver. Mais toujours est-il qu'il ne faudrait pas qu'on envoie l'enfant à l'école et que l'enfant ramène le coronavirus à la maison. Pas seulement pour lui-même, mais pour les parents et le reste. Donc, le débat demeure mi-figue, mi-raisin. Mais on va voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc, vous aurez également l'occasion de lire ce que le journal propose ce matin, en page 3, parlant de revendications des syndicalistes. Alors, autre sujet, il y a un sujet qui fait le tour de la presse ce matin également. Le Messager parle donc de tentative d'évasion à la prison de Nebel à la suite de cet incendie. Il y a le quotidien Le Jour qui parle d'incendie à la prison de Nebel également, et avec 3 détenus qui ont d'ailleurs été brûlés au 3e degré, et 2 personnels aussi, dont 2 personnels des sapeurs-pompiers blessés en même temps. La nouvelle expression est revenue parlant du feu à la prison de Nebel, donc un monumental incendie qui a ravagé plusieurs quartiers du célèbre pénitencier, avec notamment des personnes à la Belle Étoile au lendemain de cet incendie. Alors, le cycle des incendies à la prison centrale de Douala de Nebel est répétitif. Je crois que ce n'est pas le premier incendie que cette prison a enregistré. Voilà, le 4e. Et celui-ci est autant plus
dévastateur que les autres. Dévastateur d'abord en termes de locaux, parce qu'on nous dit que l'incendie est parti d'un dortoir et que ça a attaqué les locaux mitoyens. Mais également en termes d'atteinte physique. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. On parle de 5 blessés, dont 3 détenus qui sont gravement blessés, mais également 2 soldats du feu. Donc on aurait pu occasionner des morts. Donc je pense que c'est assez préoccupant. Préoccupant parce que après plus de 50 ans, après notre indépendance, on aurait pu être doté de prisons mieux que celles que nous avons aujourd'hui. Et lorsqu'on jette un regard sur toutes les prisons, qu'elles soient les prisons principales, qu'elles soient les prisons secondaires, qu'elles soient les prisons secondaires assimilées, je crois que beaucoup n'a pas été fait. Il y a la surpopulation carcérale. Donc, pour le cas de la prison centrale de Nouvelle, je crois qu'elle était prévue pour accueillir 800 prisonniers. Je crois qu'on est au-delà. 500, voilà, on est au-delà de 4000 aujourd'hui. Donc, c'est assez préoccupant. Et je pense qu'il est temps, il y a un projet dessus, il est temps qu'on construise de nouvelles prisons pour hommes et pour femmes. Mais ça traîne déjà depuis au moins 8 ans. Donc, on en est à se demander. L'espace a été acquis, les moyens débloqués, tout à fait. Je crois qu'il faut simplement accélérer le processus parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Je prenais tout à l'heure le cas de la prison centrale de Douala, mais ailleurs, c'est pire. Qu'on soit dans les prisons centrales ou dans les prisons secondaires. Donc, je pense que ça devrait nous interpeller. C'est des lieux qui sont gérés par l'administration pénitentiaire, mais sous le ministre de la Justice. Et je pense que des décisions devraient être prises rapidement. Ce qui s'est déroulé il y a quelques mois à la prison centrale de Contengui ne nous a pas interpellés. On aurait peut-être pensé que le processus de construction de nouvelles prisons se serait accéléré après la mutinerie qu'on a observée à Yaoundé et à Boya. Et il y a quelques temps également en Banga. Mais non, les choses n'avancent pas et l'incendie est venu nous rappeler qu'il y a urgence en ce qu'on construise de nouvelles prisons. Alors, Camille Nelissé, qui était chargé de mettre en route donc c'est la construction de cette prison, se retrouve elle-même en prison depuis quelque temps. Ils se plaignent. Non, vous savez, le projet de la construction de la nouvelle prison de Douala ne date pas de 8 ans, date de 30 ans. 30 ans. Moi, je me souviens à l'époque où M. Jean-Marie Paumoné était encore régisseur de la prison de Douala, il y avait ce problème qui se posait déjà parce qu'à cette époque-là déjà, les surpopulations carcérales étaient déjà là. Et Georges Semo est bien fait de rappeler que c'est une prison qui a été construite à l'orée des années 40, au moment où la ville de Douala avait à peu près 500 000 habitants, où on est parti construire une prison loin, hors de la ville. Parce que, vous savez, ce quartier, on l'appelle Mboussa Mondi, c'est-à-dire en Douala, on dit c'est derrière la ville, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, la prison se retrouve au milieu de la ville. Et évidemment, la ville a eu le temps de grandir. Et seulement, ce qui s'est passé hier relève tout simplement de l'apocalypse. On a réalisé, une fois de plus, comment c'est compliqué. Comment c'est compliqué parce qu'il y a là-dedans plus de 3000 détenus. Et il y a à peine une centaine de gardiens de prison. Vous pensez qu'une centaine de gardiens de prison pouvaient endiguer toute cette foule si vraiment elle avait décidé de s'évader? Il a fallu voir comment et la police et la gendarmerie et les ICI et tous les corps spécialisés avaient fait des cordons autour de la prison dans l'éventualité d'une évasion. Mais seulement ce qui est là, pourquoi ne pense-t-on pas à construire des prisons? Pourquoi ceux qui sont chargés et de la justice et de l'administration pénitentiaire ne font-ils aucun effort depuis plus de 20 ans pour doter nos villes de prisons vraiment viables, de prisons capables de contenir une population carcérale qui elle-même est envoyée là-dedans à cause non seulement et des internements, et même surtout de la vénalité des agents de police ou de gendarmerie et des magistrats. Imaginez la population carcérale là-dedans, c'est-à-dire sur les 3000 détenus, il y a plus de 2000 qui sont des prévenus. Et dès qu'ils sont des prévenus, pour quel motif? Menace de mort, sorcellerie, abus de confiance. Regardez, l'autre jour, il y a 2 jours, il y a un monsieur que je suis, le moyen est simple, que j'ai réussi à sortir d'un mauvais pas. Il avait une locataire qui ne paye pas depuis 6 mois. Il dit, madame, partez. Vraiment, partez même avec l'argent. Elle dit, je ne pars pas. Ce monsieur se fâche, il prend la porte, il enlève. Quand il enlève, la dame va porter plainte pour violation de domicile. Le monsieur arrive, il explique, il revient. Quand il revient, on est venu lui donner une deuxième compression et on l'a déféré au parquet. Pourquoi? Vol aggravé, destruction de biens.
Alors, il allait en prison, il était déféré. Donc, à l'intérieur de la prison de Nouvelle, il y a des tas de gens qui sont envoyés là-bas, mais pour des motifs parfois futiles. Et quand ils se retrouvent là-bas, le dossier prend 5, 6 mois, 1 an. Donc, il y a une surpopulation carcérale qui est là du fait même, et des officiers police judiciaires et des magistrats eux-mêmes. Et maintenant, regardez l'évolution de la prison, regardez l'évolution de la société, regardez même la nécessité qu'il y a de construire des prisons viables. Parce que tous ceux qui parlent de prison, même ceux des personnalités, celles des personnalités qui vont parfois faire des dons, comme on a vu ces derniers temps, des personnalités aller faire des dons dans les prisons. Ces personnes ne sont pas entrées dans les prisons, ces personnes ne sont pas entrées dans les cellules, ces personnes ne sont pas entrées dans ces prisons un jour ordinaire pour voir comment ces prisonniers vivent de façon ordinaire. Mais c'est hallucinant, l'univers carcéral dans notre pays. Bon, on va dire que non, vous êtes en train de couper les cheveux en quatre. Non, la réalité est sinistre. Et ce qui s'est passé à New Delhi hier devrait maintenant amener le gouvernement à accélérer le processus pour les constructions de grandes constructions pour Douala et Yaoundé. Et ce qui s'est passé hier, moi j'ai même été, Dieu est grand, de n'avoir vu que trois brûlés. Il est vrai qu'il y a un qui avait la peau complètement descomée, mais ça aurait été pire, ça aurait pu être pire. Donc moi je pense que ce qui s'est passé hier devrait même nécessiter une réunion spéciale pilotée par le Premier ministre pour régler une fois pour toutes ce problème de la surpopulation carcérale et même surtout de la sécurité, de la sécurisation en milieu carcéral. Très bien. Alors, c'est ce qu'on peut lire dans le journal. Le traitement est diversifié, en tout cas, concernant ce sujet. Il y a la nouvelle expression qui parle du feu à la prison de Nebel avec ce monumental incendie qui a ravagé plusieurs quartiers du célèbre pénitencier, jetant donc à la belle étoile plus d'1 millier de détenus. C'est ce qu'on découvre en page 5 du journal. Il y a également le quotidien de jour qui parle de l'incendie à la prison de Nebel aussi, et d'autres tabloïds également ce matin. Le même journal, le quotidien de jour, parle donc de ces artistes qui ont dit non, voyez-vous, et en même temps dans le journal mutation, chebuzz, c'est l'autre titre proposé par le journal. Il s'agit tout simplement de l'actualité qu'on observe dans les réseaux sociaux qui a été reprise par les deux titres que vous venez d'évoquer. Et moi, personnellement, je pense que les artistes font partie de ceux qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, mais qui sont des éclaireurs de la société et qui peuvent apporter leur pierre à la construction d'une nation libre et démocratique, un peu comme les journalistes, les avocats, etc. Donc, ils sont libres de s'exprimer sur des questions également politiques, au-delà de ces affrontements qu'on observe souvent entre artistes en ce qui concerne les droits d'auteur. Mais aujourd'hui, ils s'expriment de plus en plus en ce qui concerne la vie politique de leur nation. Et nos confrères de Mutation ont sorti quelques visages des personnes qui se sont exprimées là-dessus. Et je crois que c'est tout à fait de leur droit, parce que les artistes ne sont pas organisés comme certains corps qui sont astreints à des opinions politiques. Je vais prendre le cas des avocats et pourquoi pas par extension des journalistes. Eux, ils sont libres de s'exprimer parce que ça va de leur qualité, et je pense qu'on ne devrait pas jeter la pierre à ceux qui aujourd'hui s'expriment contre ou en faveur du régime. Le cas le plus récent, les deux cas les plus récents, ce sont ceux de Richard Bona et Charlotte Dipanda qui, comme le disent nos confrères de Mutation, ont fait le buzz. Mais je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer sur le fonctionnement des institutions de notre pays. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent du régime en bien ou en mal, et on devrait plutôt respecter leurs opinions que de les insulter ou alors de les jeter dans un auto-da-fé comme c'est le cas actuellement dans les réseaux sociaux. Les artistes devraient-ils rester mieux, Camille, pas se prononcer sur les sujets politiques ou d'actualité? Les artistes sont des hommes, les artistes sont des humains, les artistes sont aussi des leaders d'opinion. Les artistes sont des artistes donc qui ne sont soumis normalement à aucune censure. Vous savez, c'est pas la première fois que les artistes disent ce qu'ils pensent aujourd'hui. Moi, j'ai même l'impression que c'est le débat qui est aujourd'hui autour de Charlotte Dipanda. Moi, je le trouve futile parce qu'elle n'a rien dit qui n'a jamais été dit. Quand elle dit qu'elle est née en 1985, elle n'a jamais connu qu'un seul président, elle pense qu'avec l'état actuel de ce pays, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'il y ait une alternance. Mais qui ne le dit pas depuis 30 ans, hein? Mais on a même connu un artiste le plus caustique, le plus acide, le plus truculent entre avant et après Boulanger. Il y a la période de Manga qui a construit sa carrière sur un discours qui était d'une causticité extraordinaire contre le régime.
Mais vous savez, je ne vois pas pourquoi on estime qu'aujourd'hui c'est un buzz qui mérite qu'on s'arrête dessus. J'ai entendu la dernière chanson de Longue Longue où il dit qu'au Sénat, un Dieu, à l'Assemblée nationale, un Dieu, au palais d'Aujourd'hui, un vieillard. Alors, lui, il a dit ce qu'il pense, même si ça ne plaît pas. Mais toujours est-il que ces artistes, chacun voit les choses à sa manière et s'exprime à sa manière, même si ça ne plaît pas. Ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres. Mais moi, je trouve que la tempête qui est orchestrée maintenant autour de 2 ou 3 petits mots de Charlotte Dipanda, c'est une véritable tempête dans un verre d'eau qui n'a aucun sens parce qu'elle n'a pas dit, elle n'a rien dit de ce qui n'a jamais été dit, elle n'a rien dit de ce que ne pensent pas des millions de Camerounais, aussi bien tout bas que tout haut. D'accord. Alors, la presse est revenue sur le sujet ce matin. Il y a notamment le quotidien Le Jour et aussi le journal Mutation qui a d'ailleurs proposé tout un titre, la grande une d'ailleurs, pour exprimer un peu ce que disent les artistes ce matin. Et on peut lire également dans le dossier proposé par le tabloïd. Alors, le quotidien Le Messager parle donc de l'unité nationale, l'héritage d'Amadou Ahidjo en péril. Alors, ce titre intervient après la célébration à la version coronavirus de la fête de notre unité. Et nos confrères ont choisi de revenir là-dessus. Je pense que c'est un sujet opportun. Il est important pour les Camerounais au moment où on perçoit quand même des signes de fracture dans notre unité. D'abord, prenons l'État. On se rend compte qu'il y a un désamour entre ceux qui nous dirigent et les gouvernés, entre les gouvernants et les gouvernés, en matière de gouvernance, en matière de respect des libertés, en matière de respect de certains droits. Et je crois que le doyen, lorsqu'on parlait de nos prisons, de la gestion de la justice, le doyen en a fait cadeau. Il y a donc ce désamour entre les gouvernants et les gouvernés en ce qui concerne l'État. Il y a également, prenons le cas de la nation. La nation connaît effectivement beaucoup de problèmes. Mais vous savez que la nation, c'est étymologiquement un ensemble de sensibilités communautaires qui ont choisi de vivre dans un territoire. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'au Cameroun, la nation est également en danger. En danger parce qu'il y a plusieurs travails qu'on observe, le tribalisme, le repli identitaire, le communautarisme, etc. Ces choses devraient exister, mais elles ne devraient pas menacer la cohésion sociale. Donc, il y a donc que du côté de l'État, il y a des travers. Du côté de la nation, il y en a également. C'est la raison pour laquelle on estime que, et je partage tout à fait ce point de vue, que notre unité est menacée. Et le président Biya a hérité d'un héritage qui avait été laissé par le président Ahidjo. Mais je crois qu'avec le vent de la démocratie, avec le vent de la liberté, la question de l'unité est encore extrêmement difficile à appréhender, à manipuler, que ça ne l'était à l'époque d'Ahidjo. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait repenser cette unité, on devrait recoller les morceaux. Et le grand dialogue national qu'on observait il y a quelques mois n'a fait que ressortir les mêmes mots, mais est-ce qu'on a pris les solutions pour que tout le monde se souvienne qu'on devrait rester un Cameroun uni? Donc il y a un contentieux historique à régler, mais il y a un contentieux contemporain à régler également, afin que cette unité, que chacun se sente vraiment à l'intérieur de cette unité. Alors, Camille, le messager qui parle donc de l'héritage d'Amadou Ahidjo en péril, l'unité nationale est-elle piétinée? Vous savez que Amadou Ahidjo a vécu dans une obsessionnelle dans l'obsession de l'unité nationale. Tous ses discours, c'était l'unité nationale, l'unité nationale, l'unité nationale, et ensuite, la deuxième étape a été l'intégration nationale. Mais il n'a pas eu le temps de l'amener. Mais seulement cette unité nationale, c'est parce que lui-même savait très bien qu'au moment où il accédait à la tête de ce pays, au lendemain, avec l'indépendance, le Cameroun sortait à peine de cet état, de cette situation d'un conglomérat de communautés qui avait été assemblées dans le même territoire, dans le même espace, aussi bien par l'histoire que par la colonisation. Bon, alors, lui, Amadou Ahidjo savait très bien qu'il y avait un problème. Le grand problème, c'était que tous les Camerounais se sentent unis, sentent qu'ils appartiennent au même pays et qu'ils doivent tout faire. Et moi, je pense qu'en 22 ans de pouvoir, il a réussi à mener, à agréger suffisamment de Camerounais autour de cette idée d'unité nationale. On n'a qu'à relire ces discours. Ces discours ont sempiternellement, de manière
obsessionnel le terme de l'unité nationale. Mais on voit aujourd'hui que, bon, 37 ans après son départ, l'unité nationale a eu le temps de se désagréger. Aujourd'hui, on observe des replis identitaires, des réflexes tribaux, des discours vraiment d'une violence qui n'était même pas concevable du temps d'Amadou Ahidjo. Donc, il faut qu'un travail soit fait aussi bien par le gouvernement, aussi bien par le régime, aussi bien par les hommes politiques qui, eux aussi, de manière implicite, encouragent ou bien regardent de façon absolument passive cette sorte de délitement de l'unité nationale qui est, en réalité, qui devrait être le terreau du Cameroun. Donc, aujourd'hui, quand le messager, le titre du messager, moi, il m'interpelle sérieusement. Je pense que le messager a dit que cet héritage est vraiment en péril et il est vrai qu'il est du devoir de tous et de chacun, parce que le devoir, c'est pas seulement le devoir du régime, mais c'est aussi le devoir individuel de chacun de dire que, attention, il ne faut plus que je continue à regarder mon voisin de travers, il ne faut pas que je continue à cultiver des préjugés et des haines qui sont inutiles, et c'est en cela que le titre du messager a toute sa pertinence ce matin. Alors, on va terminer avec l'aide du Sahel qui parle de l'université de Ngaoundéré avec le recteur qui répond au mémorandum des étudiants. C'est la réponse du berger à la bergère. Je crois que sur ce plateau, on a commenté le premier volet de cet imbroglio qui est à l'université de Ngaoundéré. Certains étudiants avaient rédigé une correspondance dans laquelle ils déploraient leurs conditions d'enseignement, ils déploraient le quota, etc., etc. Je crois que le professeur Tchinjemelo, qui est le recteur de cette université, a respecté le parallélisme des formes et a répondu à la correspondance ou alors à ces récriminations à travers un droit de réponse qu'on a servi à l'œil du Sahel. Et là-dedans, elle apporte les chiffres conséquents qui viennent en opposition à ce qui avait été relevé par les élèves de cette université. Je crois qu'à ce niveau, chacun pourra se faire l'idée de ce qu'il en est exactement dans la gestion des affaires académiques ou alors dans la gestion globale de cette université. Non, mais vous savez, Georges, c'est bien en lisant les griefs des étudiants de la Damawa. Ces griefs-là ne sont pas, on doit tous à jeter. Et je pense même que la réponse que vous appelez, que vous qualifiez de réponse de la bergère au berger, de la bergère au berger, moi, c'est tout n'importe ce que j'ai trouvé mièvre, parce que vous n'avez qu'à voir les chiffres qu'elle donne. Ces chiffres-là justifient plutôt, en réalité, l'ire de ces étudiants-là. Et puis, moi, je trouve que cette réponse, elle est inopportune. Ce n'est pas de cette manière, c'est pas dans les journaux. Il est vrai que eux, les étudiants ont envoyé leurs griefs dans les journaux, mais il ne lui appartenait pas de les suivre sur ce registre. Et pouvaient faire ces réponses-là face à eux, face à face, mais pas dans les journaux. D'accord. Alors, c'est l'aide du Sahel qui revient sur le sujet, parlant de l'université de Ngaoundéré avec le recteur qui répond au mémorandum des étudiants. Vous aurez l'occasion de lire l'article dans le journal. Merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon début de week-end. Merci. Et nous sommes vendredi, comme il est de tradition, malgré notamment la pandémie. Et vendredi, sauf continue. Non, mais nous avons maintenant mis des trous sur nos masques. D'accord, allez, à lundi, 9h20. Bon week-end.